Bien, je crois que les 2 minutes habituelles sont passées. Bonjour et merci d'être là. Nous avons changé d'amphi, comme vous pouvez voir. Nous sommes revenus à celui que nous avions occupé lors de ma première leçon. Alors aujourd'hui, ça va être encore une étape de transition. Alors, comme les étapes de transition, il y a parfois pas mal de côtes et de descentes. Il y aura quelques petites côtes. La fois prochaine, on sera dans quelque chose qui sera plus uniforme, c'est-à-dire que je vous parlerai la fois prochaine du marché boursier, donc qui sera un sujet plus concret, moins strictement théorique, puisque quand on parle de marché boursier, il faut le décrire assez longuement, essayer de voir quelle compréhension on en a, et ce sera l'objet des cours que je vais... du cours de la fois prochaine et en partie de la fois suivante. Alors aujourd'hui, par contre, je vais revenir un petit peu sur là où on en était resté et je vais vous parler de toute une série de choses, mais en particulier de la modélisation économique, de l'équilibre général, comment on peut comprendre ce qui s'est fait. On va faire un petit peu d'histoire de la pensée économique et de rappel de ce qu'était l'équilibre général. Je vais vous parler aussi, alors dans les choses qui sont plus amusantes en principe, je vais vous parler des comportements moutonniers. C'est un sujet qui n'est pas strictement économique par ailleurs, dans lequel je vous donnerai un certain nombre de regards économiques. Ça c'est plutôt de la descente, le comportement moutonnier, encore que ce n'est pas totalement trivial, il y a des choses derrière qui sont, je pense, pas du tout mineures. Et je terminerai par quelque chose qui est une montée, c'est un petit raidillon à la fin, je vous introduirai à ce qu'on appelle la règle de Taylor, à la logique de ce qu'est la règle de Taylor. La règle de Taylor, c'est le nec plus ultra du comportement des banques centrales. C'est ce qui déterminait, c'est ce qu'il y avait derrière tout le comportement des banques centrales avant la crise. Les banques centrales après la crise sont sur des sentiers beaucoup plus tortueux et beaucoup moins assurés. Mais la règle de Taylor, c'était un tout petit peu le cœur de la doctrine. Alors, je vais vous l'expliquer dans un modèle extraordinairement simple, vous montrant que ce cœur de doctrine n'est pas si simple que ça et qu'il pose peut-être des problèmes lorsqu'on sort du modèle très simple où j'exposerai. Donc voilà un petit peu pour l'arrière-plan de ce que je vais faire aujourd'hui. Je reviens brièvement sur ce qu'on a fait la dernière fois où on s'est vu, c'est-à-dire, ça fait quand même presque 3 semaines, puisqu'on a eu les vacances de Pâques entre-temps, on avait essayé de réfléchir à qu'est-ce que la liquidité. Et je vous avais indiqué qu'il n'y avait pas des définitions conceptuel, tout à fait consensuel. À la fois, c'est un mot que l'on utilise de façon très courante. On parle de la liquidité d'un produit qui reflète sa facilité de vente, la facilité de le vendre à sa valeur, de vendre rapidement à sa valeur. On avait distingué de la liquidité d'un marché, qui est la capacité qu'a un marché à absorber un volume important de transactions sur une courte période. On avait parlé de la liquidité liée à la détention de monnaie, des liquidités monétaires. Et donc, en fait, j'avais exploré cette idée de liquidité dans 3 directions, que je rappelle juste très brièvement. On avait en particulier regardé un modèle dans lequel il y avait la détention de monnaie, qui était une détention de monnaie ou d'actifs très liquides par une banque, était destinée à faire face à d'éventuelles paniques bancaires, à d'éventuels retraits importants. On avait discuté de la modélisation, de la logique qu'il y avait derrière. On avait discuté de la relation qu'il y a entre liquidité et solvabilité. Et j'avais introduit toute une série de réglementations internationales qui concernent plus la solvabilité que la liquidité, en mettant donc à l'arrière-plan de toute cette discussion un peu théorique. Deuxième type de modèle, ce qu'on avait regardé, c'est le rôle de la liquidité pour faire face à un accident exogène. Vous aviez l'entreprise qui faisait un investissement, une banque qui faisait un investissement, et puis ça pouvait se casser la figure. C'était le rôle de la liquidité, ça permettait de relancer l'investissement en ayant suffisamment de fonds. Et on avait discuté un petit peu de l'organisation de ce qui se passe selon que le besoin de liquidité est lié à un accident individuel de la firme ou si c'est lié à un accident global, collectif.
Et puis on avait le dernier point sur lequel je vais revenir brièvement, pas du tout au fond, mais qui est un point aussi important, c'est qu'on avait vu la liquidité, c'est lié à la possibilité de liquider certains actifs, par exemple comme les actions qu'on peut avoir, qui sont en principe liquides. Et naturellement, pour qu'on puisse vendre les actions qu'on a, il faut qu'il y ait des gens qui les achètent. Donc l'absence de liquidité, c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'acheteur potentiel à ce que vous voudriez vendre. C'est le dernier point que j'avais souligné en mettant l'accent sur un fait qui est certainement très important pour expliquer la crise actuelle, c'est que l'offre de liquidité au sens de l'offre d'achat d'actions par toute une série d'intervenants, qui étaient les banques d'affaires, les brokers and dealers au sens américain du terme, était procyclique. C'est un point tout à fait essentiel. Alors je vous l'avais rappelé un petit peu, je peux peut-être refaire de dessin. On avait introduit ce qu'on appelle l'idée de levier, qui est une idée assez... on trouve même dans les journaux, mais bon, ici, on avait une définition formelle. D'un côté, vous avez les actifs, ça, ce que vous possédez. De l'autre côté, vous avez, alors la D, c'était les dépôts parce que vous étiez une banque, mais sinon, si vous n'êtes pas une banque, c'est vos engagements. Et entre les deux, c'est vos fonds propres, c'est ce qui vient faire la différence, etc. Et le levier, c'est la relation entre vos actifs et vos fonds propres. Si le levier est important, ça veut dire que vous avez peu de fonds propres pour les actifs que vous avez. S'il est faible, vous en avez beaucoup. Alors, naturellement, tous les agents économiques n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques en matière de levier. Les ménages, évidemment, ont un levier tout à fait différent des entreprises ou des banques. Alors, ce qu'on avait vu, c'était un dessin qui montrait que le levier du ménage était contracyclique, c'est-à-dire quand il y avait croissance des actifs, il y avait décroissance du levier. Grosso modo, si la valeur de vos actifs augmente, eh bien, vous n'augmentez pas vos engagements et donc la valeur du levier va en sens inverse. Par contre, ce qu'on avait vu, c'est que, c'était le dernier point que j'avais vous faire, c'est qu'on prenait les banques d'affaires américaines, tous ces brokers dealers, c'est ce qu'on appelle les investment banks, c'est-à-dire les banques d'affaires, grosso modo. Et si on faisait le même exercice, c'est-à-dire si d'un côté on mettait la croissance des actifs, donc c'est toute une série de statistiques sur la croissance des actifs pour cette série d'acteurs, je ne reviendrai pas sur les détails de cette statistique, et de l'autre côté vous mettiez la croissance du levier, eh bien vous aviez quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quand la valeur de vos actifs augmente, là, votre levier augmentait. Alors naturellement, c'est quelque chose qui est tout à fait au cœur des difficultés qu'on a rencontrées, puisque ça veut dire que quand les choses vont bien, elles ont tendance à aller de mieux en mieux, mais quand elles vont mal, il y a tendance à avoir rétraction. C'est très lié à la liquidité, puisque dès que les choses vont mal, c'est-à-dire que la valeur de vos actifs baisse, eh bien vous voulez... vous voulez donc abaisser votre levier, c'est-à-dire mettre sur le marché toute une série d'actifs que vous avez. Alors, ça, c'est sûrement très important. Je l'avais mentionné, je ne suis pas allé au fond. Pourquoi ceci se passe-t-il? C'est vraiment lié à notre compréhension assez moyenne de ce qui fait le comportement de ces agents, financiers. En tout cas, ma propre compréhension, c'est moyenne. Ce qu'on dit dans les livres, c'est que c'est assez en ligne avec les règles de value at risk, qui fait que quand vos actifs augmentent, la valeur au risque tend à augmenter moins que proportionnellement. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la part liée? Il y a bien sûr une part qui est liée à la structure d'incitation de ces agents, au fait que... ils ont des leviers très faibles et donc ils sont assez facilement en faillite. Et s'ils perdent, ce n'est pas eux qui payent. Et s'ils gagnent, c'est eux qui gagnent. C'est lié sûrement à la structure d'incitation. Ça mériterait sûrement beaucoup plus de réflexion sur laquelle je reviendrai peut-être un peu. Alors, voilà donc où on en était. Et je voudrais donc réfléchir sur le besoin de liquidité en revenant un peu en arrière. Alors là, je vais faire un rappel. Je vais montrer qu'il y a toute une série des modèles standards utilisés dans la profession, des modèles de base. Je parlerai tout à l'heure de camps de base. Ce sont des modèles dans lesquels il n'y a pas besoin de liquidité. Et donc, si on veut comprendre la liquidité, il faut partir de ces mondes, si on veut comprendre en étant un petit peu systématique, en faisant de la théorie économique, il faut partir de ces mondes où il n'y a pas de besoin de liquidité, et essayer de comprendre comment progressivement elle s'introduit. Donc, je vais faire un petit peu ce retour en arrière, je vais faire ce retour en arrière, en passant par ce qu'on appelle
le monde d'Arraud-Debreu, hein, ou le marché généralisé d'Arraud-Debreu. Alors ceux qui ont suivi mon cours il y a quelques années ont suivi un cours sur l'équilibre général d'Arraud-Debreu. Hein. L'équilibre général d'Arraud-Debreu, c'est en quelque sorte la version moderne, hein, qui date des années 60, 70, du modèle d'équilibre général walrasien, dont la genèse remonte aux années 70, hein, puisqu'il avait été proposé des variantes du modèle qu'on appelle walrasien, avaient été proposées par Jevons, Menger et Walras lui-même. Donc c'est une tradition, hein, qui voit l'économie comme un ensemble de marchés généralisés et qui voit l'équilibre de l'économie comme l'équilibre de l'interaction dans ces marchés. Il y a de la place, hein, au premier rang, même au deuxième. Donc, je vais rappeler un petit peu quelle est la logique du modèle d'Arraud-Debreu. Je vais d'abord le faire dans le cadre où il y a un horizon fini, mais après tout, le raisonnement est le même s'il y a un horizon infini. Et comme vous savez, les économistes utilisent souvent des modèles à horizon infini. Tout à l'heure, quand je vais vous parler de la règle de Taylor, c'est dans un modèle à horizon infini que tout ceci prend son sens. Et il y a ce qu'on appelle un arbre intertemporel des états de la nature. C'est-à-dire que vous avez, au début des temps, alors je présente la version la plus abstraite, hein, c'est la version, je dirais, c'est Walras revu par Bourbaki, d'une certaine manière. D'ailleurs, Gérard Debreu, qui est un des deux noms associés ici, a été éduqué dans la mouvance bourbakiste, donc ce n'est pas spécialement surprenant. Et ce n'est pas le cas de Kenneth Arrow, par contre. Et donc, vous avez un arbre intertemporel d'état de la nature, c'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, vous décrivez l'ensemble des aléas qui peuvent se produire. Alors, ces aléas sont de nature intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils sont des aléas qui proviennent de décisions de la nature, c'est-à-dire décisions sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Ce ne sont pas des aléas liés aux incertitudes des comportements des agents, c'est des aléas intrinsèques. Et vous êtes capable de décrire cet arbre d'état de nature. Hein, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, il y aura 3 éventualités. Après-demain, après chacune de ces 3 éventualités, il y aura encore 3 éventualités nouvelles, donc ce qui fera 9 nœuds de l'arbre de l'état de la nature après-demain, jusqu'à la fin des temps, etc. Et dans les états de la nature, il peut y avoir n'importe quoi. Évidemment, le risque, l'aléa technologique, il peut y avoir... vous avez des places vers ici, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir l'aléa technologique, vous pouvez avoir tous les aléas sur les préférences. Et donc, à ce moment-là, dans le modèle d'Arraud-Debreu, eh bien, ce que vous appelez un bien, il est caractérisé par la date à laquelle il est disponible et par l'état de la nature dans lequel il est disponible. C'est-à-dire qu'il est daté et contingent. Une bouteille de bière demain, ce n'est pas une bouteille de bière aujourd'hui. Et une bouteille de bière, s'il fait chaud, ce n'est pas une bouteille de bière s'il fait froid. Du travail, s'il y a eu une percée technologique intrinsèque, ce n'est pas du travail s'il n'y a pas eu cette percée technologique, etc. Donc c'est aussi général qu'on veut. Et il y a un nombre de biens, évidemment, très multiplié, puisqu'il y a autant de biens qu'il y a de périodes, qu'il y a de biens dans chaque période, admettons que ceci soit constant, et qu'il y a de nœuds dans l'arbre des états de la nature. Alors évidemment, on aboutit tout de suite à un nombre assez considérable de biens datés ou contingents. Et dans le modèle d'Arraud-Debreu, toutes les transactions se font au début des temps. C'est-à-dire que les agents se réunissent au début des temps et il y a un gigantesque marché dans lequel ils échangent tous les biens qui sont disponibles aujourd'hui, qui seront disponibles demain et qui seront disponibles dans tous les états de la nature. Alors, ce n'est pas extraordinairement réaliste, hein, mais comme je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est moins irréaliste que ça n'a l'air. Hein. Et donc, j'en viens donc à ce qui est la suite, hein, c'est le modèle d'Arraud-Debreu. Et je dis, est-ce que c'est un jardin à la française? Parce que tout est tellement bien ordonné, c'est trop bien ordonné. Hein. Tout à l'heure, on va passer au jardin à l'anglaise. Je passerai ensuite au parc autour du jardin et ensuite on essaierait d'explorer la jungle autour du parc. Mais pour l'instant, on est dans le jardin à la française. Hein. Donc, il y a l'arbre intertemporel des états de la nature, je répète tout à fait, les aléas affectent les préférences, les dotations, les technologies. Les biens sont datés et contingents. Et donc, il y a autant de biens qu'il y a de biens au sens strict du terme, multiplié par le nombre de dates événements.
Alors les marchés, leur apurement, eh bien, vous avez dans le monde d'Arnaud Debreu, eh bien, tout se passe. Vous avez un vecteur de prix, hein, un par bien contingent. C'est-à-dire vous pouvez acheter de la bière demain s'il fait chaud, ça a un certain prix. La bière demain s'il fait froid, ça a un autre prix. La bière après-demain s'il fait chaud, ça fait un autre prix, etc. Il y a des prix pour tous les biens dans tous les états de la nature. Et deuxièmement, vous avez alors et donc ce que vous pouvez vous avez un vecteur de prix, grand P, qui appartient à RNS. Hein, c'est un espace euclidien qui a autant de dimensions qu'il y a de biens. Donc j'ai dit NS, hein, c'est même AR plus NS, c'est-à-dire tous les prix sont positifs normalement. Vous avez une contrainte budgétaire intertemporelle qui dit que ce que vous pouvez acheter, c'est égal à la valeur de ce que sont vos dotations. Je ne vais pas mettre de production dans le système. Hein, il n'y a pas de difficulté particulière à introduire de la production, mais grosso modo, ils ont simplement des dotations qui leur tombent du ciel. Eh bien, si vous êtes Monsieur I, ce que vous pouvez consommer, c'est ceux dont la valeur estimée avec le système de prix auquel vous êtes confronté est inférieure à la valeur de vos dotations exprimée avec le même système de prix. C'est exactement comme dans un monde statique. Hein, est-ce que vous recevez des dotations, elles ont une certaine valeur, vous pouvez le dépenser jusqu'à cette valeur. Donc, c'est en quelque sorte, quand il n'y a pas d'aléa, ça veut simplement dire, quand il n'y a pas d'aléa, quels sont les prix? Les prix, c'est les prix des biens datés, c'est ce qu'on appelle des prix actualisés. La bière demain, c'est moins cher que la bière aujourd'hui, en principe, dans la logique de l'actualisation. Et donc, ce que vous regardez simplement, c'est que la valeur actualisée des biens que vous achetez est égale à la valeur actualisée des biens que vous recevez. Alors, en quoi c'est intéressant, ça? Si tous ces gens se réunissent, eh bien, normalement, sous des hypothèses standards, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, et non seulement il y a un équilibre, mais dans ce monde, sous les hypothèses standards, ce monde est efficace au sens de Pareto, c'est-à-dire qu'il est tel qu'on ne peut pas augmenter le bien-être d'un agent sans augmenter le bien-être des autres, sans diminuer le bien-être d'un autre. Il est efficace, c'est l'idée de l'efficacité du marché, en un sens faible, mais en un sens réel, on ne peut pas faire mieux. Alors, comme j'ai dit, dans ce modèle, si je pourrais mettre des agents éternels, hein, les agents éternels, ce serait peut-être plus facile qu'ils se rencontrent au début des temps, par exemple, parce que s'ils ne sont pas éternels, ils vont naître à des moments différents, donc ils auront du mal à se rencontrer au début des temps. Hein. Mais de toute façon, les transactions seront faites au début des temps. Alors, quelles sont les grandes idéalisations de ce modèle? Enfin, je vais vous montrer que ce modèle, en fait, a une version beaucoup plus standard, hein, qui conduit au même résultat, et qui est presque réaliste. Mais là, quelles sont les idéalisations? Bon, les transactions se font au début des temps, pour tous les biens, disponibles à tout le moment. Alors, évidemment, dans le monde réel, il y a des marchés à terme. Vous pouvez acheter éventuellement du minerai de je ne sais quoi qui sera disponible dans 6 mois. Il ne faut pas aller trop loin, mais sinon vous avez un certain nombre de marchés à terme. Il y a des choses que vous pouvez acheter à terme, puis il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de marché à terme. Mais il y a peu de marchés à terme dans le monde réel, bien sûr. Deuxièmement, dans le monde réel, évidemment, les transactions, elles n'ont pas lieu au début des temps, elles ont lieu séquentiellement. La meilleure idéalisation qu'on peut donner des transactions, c'est que si on met un monde où il y a un nombre fini de périodes, hein, toutes les semaines, les gens se rencontrent une fois par semaine, etc. Donc il y aurait des transactions toutes les semaines pendant un certain temps, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, si vous voulez, mais elles sont séquentielles. Deuxième idéalisation extrême, alors qui est beaucoup moins évidente, hein, c'est qu'il y a un système de contrats complets. C'est-à-dire que, et ça va être important aussi, hein, toute l'incertitude. Alors j'ai dit s'il pleuvait ou s'il faisait beau demain, c'est d'une incertitude observable. Donc il faut que l'incertitude soit observable. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit non seulement observable, il y a plein de choses qu'on sait observer et qu'on ne peut pas vérifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver devant un tribunal, on ne peut pas dire que ça s'est vraiment passé comme ça. Quand il fait beau ou mauvais, c'est observable et vérifiable. Mais évidemment, si vous faites quelque chose qui dépend de vos préférences, et que vos préférences ont changé, ça peut se voir, on peut le savoir, mais on ne peut pas le vérifier. Donc c'est observable et vérifiable, donc les états de la nature sont identifiables, et il y a possibilité de contracter sur tous les biens conditionnellement à l'histoire. Les contrats sont exécutables sûrement et sans coût, les contrats menés au début des temps sont exécutables sûrement, sans coût. Et donc vous voyez bien que dans ce monde en particulier, il y aura... dès lors qu'il y a des agents qui sont relativement neutres envers du risque et des agents qui sont adversaires du risque, il y aura une assurance complète qui sera formée.
par exemple, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire selon qu'il fera beau ou pas beau demain, vraisemblablement, vous obtiendrez une assurance complète, telle sorte que vous trouviez une situation de bien-être, entre guillemets, identique. Troisième idéalisation extrême, il y a évidemment une contrainte budgétaire atemporelle. Il y a une seule contrainte budgétaire qui est intertemporelle et inter-État de la nature, et donc cette contrainte budgétaire, elle est en quelque sorte vérifiée. Il faut voir ça comme s'il y a un grand livre des comptes. Un grand livre des comptes dans lequel vous indiquez toutes les transactions que vous faites, et dans lequel il y a quelqu'un qui vient vérifier que la valeur de ces transactions est bien égale à la valeur, que la valeur globale que vous n'achetez pas plus que vous ne vendez. Donc il y a un grand livre des comptes. Alors dans les économies réelles, est-ce qu'il y a des grands livres des comptes ? Bien, les comptes bancaires constituent un substitut partiel du grand livre des comptes. Quand vous allez acheter quelque chose, on marche ça dans votre compte en banque. Et si vous vendez on retire de votre compte en banque, c'est la somme. Et si vous vendez quelque chose, on l'achète à votre compte en banque. Donc votre compte en banque, c'est un grand livre des comptes pour vous. Mais ce n'est pas un grand livre des comptes, évidemment, au sens de ceci, parce que c'est un grand livre des comptes instantané. Par ailleurs, vous le savez, dans le livre des comptes que vous avez à la banque, c'est-à-dire votre compte en banque, le rôle d'enregistrement des comptes et de création monétaire ne sont pas séparés. C'est-à-dire que si on vous fait un découvert qui crée de la monnaie d'une certaine manière, comme on l'a vu la répéter très longuement, eh bien, le grand livre des comptes ne sépare pas cette opération de création de monnaie de la séparation d'enregistrement de vos comptes. Comme je vous l'ai dit, Maurice Allais pensait il n'est pas le seul d'ailleurs, pensait que ces fonctions devraient être séparées. C'est que la fonction d'enregistrement des comptes et la fonction de création de monnaie, la fonction de crédit devraient être séparées. Alors, dernière idéalisation extrême, vous avez apurement automatique des marchés. Alors, tous les marchés d'aujourd'hui, enfin, sur tous les biens jusqu'à la fin des temps, sont apurés automatiquement, etc. On voit bien que c'est une idéalisation assez extrême. Et en particulier, Walras pensait que c'était un problème de difficulté formidable, même dans un monde qui n'était pas extraordinairement, qui n'avait pas cette dimension intertemporelle évidente. Alors, je vais quand même vous montrer, je vais quand même vous montrer ce que donne le modèle de Haro de Breu dans un cas très simple, dans un monde très simple. Alors, d'abord, pourquoi on va revenir au monde d'Haro de Breu ? Parce que d'une part, je dis, il est relativement facile à comprendre. Je pense que ce n'est pas vrai. Mais on le comprend relativement bien, parce qu'on a mis bien énormément d'efforts. Il y a beaucoup de choses pas du tout faciles à comprendre dedans, mais on le comprend relativement bien. C'est quelque chose sur lequel il y a un vrai savoir économique. Deuxièmement, évidemment, il est assez différent du monde réel, mais c'est malgré tout quelque chose d'une certaine manière, c'est difficile à comprendre, mais sûrement plus facile que le monde réel. Et c'est pas absurde de commencer par là. C'est pas absurde, en tout cas, de passer par là pour essayer de comprendre. On peut en discuter. Tous les historiens de la pensée ne sont pas d'accord, mais je pensais être quelque chose. Alors, je vais vous montrer une illustration très simple. Vous avez un horizon fini, il y a 3 périodes. Donc, il y a la période 1, période 2 et période 3. Là, vous avez le temps. D'accord ? Et puis, à chaque période, il y a un seul bien qui est disponible. Ça ne va pas être compliqué. On va pas, Donc, combien il y a de biens au sens d'Haro de Breu ? Mais il y a 3 biens. Il y a le bien disponible à la période 1, le bien disponible à la période 2 et le bien disponible à la période 3. C'est très simple. Et je vais supposer, donc il y a 3 biens datés, ils ne sont pas contingents puisqu'il n'y a pas d'aléa, je vais mettre un aléa tout à l'heure pour compliquer les choses. Il y a 2 types d'agents, grand A et grand B. Alors quand je pourrais dire il y a 2 agents, mais il faut me dire qu'il y a 2 types d'agents, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils sont tous semblables, parce que si c'était vraiment 2 agents, comme on le fait dans les 2 agents représentatifs, ils auraient un pouvoir de marché, ce qui serait plus compliqué déjà que ce qu'on va raconter. Là, ce n'est pas le cas. Alors voilà, alors qu'est-ce qui se passe ? Les agents de type A, alors dans ce monde, qu'est-ce qui peut se passer ? Les agents, ils ont des biens. Ces biens, ils tombent du ciel. C'est une manne, puisqu'on ne produit rien. Et il y a 2 possibilités. Soit vous êtes de type A, et alors vous avez 3 unités du bien la première période, 2 unités la seconde période et 1 unité la troisième période. Soit vous êtes B, vous avez 1 unité la première période, 2 unités la deuxième période et 3 unités la troisième période. Soit vous avez beaucoup de biens au début et pas à la fin, soit vous avez beaucoup de biens à la fin et pas au début. Alors, c'est quand même assez simple, c'est-à-dire que la dotation totale de l'économie est la même sur chacune des 3 périodes. C'est-à-dire qu'en moyenne, un agent a 2 unités de biens à chaque période. En moyenne, etc. Alors, maintenant, il faut dire quelles sont les préférences des agents.
Alors tout à l'heure, je vais leur mettre, je vais dire que c'est une somme de logs d'utilité de la consommation. Elles sont intertemporellement additives et sont au d'escompte. C'est-à-dire, par exemple, c'est log de C1 plus log de C2 plus log de C3. C'est-à-dire que l'utilité est la même à chaque période. Il n'y a pas de taux d'escompte, de taux de préférence pure pour le présent. Et elle a la même forme à chaque période. Donc ils ont des goûts identiques à chaque période. Et pour la simplification, je les mets semblables entre les périodes. Et entre les agents. Donc, l'arbre des états de la nature, c'est très. Il n'y a pas d'arbre des états de la nature, hein, chaque fois il y a 1, 2, 3. Mais là, vous avez les dotations en fonction du temps. Ça, pour les agents de type A, c'est ça les dotations en fonction du temps. Pour les agents de type B, c'est ça les dotations en fonction du temps. Alors, qu'est-ce que c'est l'équilibre là-dedans? L'équilibre, c'est ce que j'ai dit. Il faut un système de prix, c'est-à-dire un prix pour le bien 1, un prix pour le bien 2, un prix pour le bien 3. Alors vous voyez que je peux, sans perdre de généralité, dire que le prix du bien disponible à la première période est 1. Le choisir comme numéraire, parce qu'il y a toujours... cette théorie n'explique que les prix relatifs. Elle n'explique pas les prix absolus. Alors on va mettre de la monnaie pour essayer d'expliquer les prix absolus, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors les prix actualisés, quels vont être les prix d'équilibre? Moi, je prétends que les prix d'équilibre, c'est-à-dire les prix d'actualisés qui vont être donnés, qui vont être annoncés au début des temps par le héros walrasien, ça va être le prix du bien 1 égale 1. Ça, je l'ai choisi comme numéraire. Le prix du bien 2 égale 1. Et le prix du bien 3 égale 1. Alors, compte tenu de ça, quel va être l'équilibre? C'est assez facile à voir. On va vérifier d'abord que c'est un équilibre. J'annonce les prix. Est-ce que c'est un équilibre? Je regarde ce que vont faire les gens. Avec ce système de prix, quelle est la valeur de mes dotations si je suis de type A? C'est 3 que multiplié 1, plus 2 que multiplié 1, plus 5 que multiplié 1, c'est 6. Quelle est la valeur de mes dotations si je suis B? C'est 1 que multiplié 1, plus 2 que multiplié 1, plus 3 que multiplié 1, ça fait 6 aussi. Donc ils ont la même dotation. Ils ont la même dotation, et donc ils la répartissent au mieux compte tenu du système de prix. Comme ils ont des préférences identiques sur les périodes, il est évident qu'ils vont choisir les mêmes quantités sur chacune des périodes. Quelle quantité vous choisissez sur chacune des périodes? Si vous avez 3 périodes et que vous avez 6 au total, vous choisissez 2. Donc, les consommations vont être égales à 2 par période. Ce système de prix est tel que chacun va consommer 2 à chacune des périodes. Donc, en première période, les agents de type A vont consommer moins que ce qu'ils ont, et les autres plus que ce qu'ils ont, et puis ça va être le contraire en dernière période. Alors ça, c'est un équilibre. C'est-à-dire que si on annonce le système de prix, c'est de l'intérêt des gens de réagir de cette façon. Ça égalise l'offre et la demande sur tous les marchés. C'est particulièrement simple, évidemment. Et c'est un équilibre qui est aussi efficace au sens de Pareto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de faire mieux. C'est assez évident. Vous n'avez pas beaucoup, vous avez qu'à y réfléchir. Vous n'avez pas beaucoup de moyens de faire mieux dans ce monde. Alors, donc c'est une histoire que, en l'occurrence, très simple. Naturellement, dès que je vais compliquer le modèle, l'histoire va être beaucoup moins simple, mais elle va être de même nature. Bon, alors, je ne sais pas, dans mes velléités de compliquer le modèle, je dirais, par exemple, en période 2, les agents de type B, ils auront, au lieu d'avoir 2 de façon sûre, ils auront grand X en période 2. Et grand X, c'est soit 2, comme tout à l'heure, ou soit 1. C'est-à-dire qu'en deuxième période, les agents de type B, auront soit 2, comme tout à l'heure, soit 1. Et ceci arrive avec probabilité 1,5. Alors, vous voyez, l'arbre ici est le suivant. Si je suis de type 1A, j'ai 3 en première période, 2 en seconde période, 1 en troisième période. Vous voyez, ça, c'est les abscisses où je mesure les biens. Ça, c'est les ordonnées où je mesure le temps. Et si je suis de type B, j'ai 1 en première période. En deuxième période, j'ai soit 1, soit 2. Et en troisième période, j'ai 3 à nouveau. Alors, combien il y a Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il y a un vrai aléa dans cette économie. C'est un aléa pour l'économie. Ce n'est pas un aléa pour un agent donné. Ce n'est pas idiosyncratique. C'est-à-dire qu'il y a la quantité totale de biens disponibles dans l'économie en période 2 dépend d'un aléa, d'un vrai aléa. Au sens, alors je reprends à nouveau le vocabulaire d'aléa, on est dans un cas où il y a un risque qui est globalement inéliminable, par opposition au risque idiosyncratique dont je parlais tout à l'heure, qui arrive souvent, qui est globalement éliminable. Si j'avais par exemple ici quelqu'un qui était petit par rapport au marché, qui une fois, par exemple en période de une fois avait beaucoup, une fois pas beaucoup, ce risque serait globalement éliminable. C'est-à-dire que l'équilibre serait comme avant, on l'assurerait d'avoir 2, et puis il donnera un peu plus quand il a plus, un peu moins quand il a un peu moins. Là, on a un risque qui est globalement inéliminable. Alors, comment faire? Déjà, c'est moins évident. C'est un exercice que vous pourrez faire
pour le plaisir, par exemple, juste après, au lieu de prendre un café, ou en même temps que prendre l'apéritif. Quel est l'équilibre dans ce monde SAM? Ben, d'abord, moi, je ne vais pas vous le décrire, mais je veux dire qu'il y a combien de biens au sens de tout à l'heure? C'est ce que je voulais dire. Ben, il y a 5 biens. Il y a le bien 1, qui est disponible à la période 1. Il y a le bien qui est disponible à la période 2, contingent à petit a, c'est-à-dire l'état de la nature selon lequel les agents de type B ont 2 unités. Il y a le bien 2 contingent à petit b, le bien disponible en période 2 contingent à petit b. Il y a le bien 3 qui, cette fois, est consécutif à petit a, et le bien 3 consécutif à petit b. C'est-à-dire qu'il y a 2 histoires différentes. Donc, quand j'arrive à la période 3, il y a 2 biens différents sur lesquels je dois transacter. Donc, dans ce monde, au sens d'Arnaud-Debreu, j'ai 5 biens. Et j'aurai donc 4 prix d'équilibre qui seront trouvés au début des temps en égalisant les offres et les demandes sur chacun de ces 4 marchés. Et vous voyez bien que les marchés ici, là, c'est des marchés contingents. C'est-à-dire que je vais acheter de façon sûre, dans le monde d'Arnaud-Debreu, je vais acheter du bien de façon sûre, alors que je ne sais pas si mes dotations, dans le cas où les dotations sont basses, ben je vais acheter du bien contingent là, donc j'aurai une consommation dans cette période. Et dans le cas où mes dotations sont hautes, je vais en acheter aussi un volume différent et j'aurai une autre consommation. À l'équilibre du système, qui est déjà plus compliqué, vous voyez, il a l'air très simple, mais il est déjà beaucoup moins évident. À l'équilibre du système, ben à nouveau, l'équilibre existe dans ce monde, avec les fonctionnalités que j'ai données ici, et il est efficace au sens de Pareto, c'est-à-dire que je ne peux pas améliorer le bien-être des gens. Et il est même efficace au sens de Pareto si les gens de type B n'ont pas la même opinion sur la plausibilité des événements. Plausibilité des événements A et B, admettons que moi j'ai dit c'est 1,5 et c'est tous d'accord là-dessus. Mais je peux faire une autre hypothèse, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est 1,5 et d'autres qui pensent 1 tiers, 2 tiers. Mais ils vont quand même échanger. Et compte tenu de leurs croyances, ils vont échanger d'une façon qui est efficace. Voilà. Donc ça, c'est le jardin à la française. C'est beau, mais on n'y croit pas tout à fait. Alors, je vais prendre maintenant la version intertemporelle. Je vais me diriger vers le jardin à l'anglaise. Alors, la version intertemporelle de ce modèle, mais il y a pas mal. J'associe ça au nom de Malinvaud, donc, qui était prédécesseur ici et qui a travaillé dans les années 50 sur l'équilibre général intertemporel, ou Roy Renner. En fait, là, le critère que je prends ici est assez proche de Roy Renner. On va maintenant changer de cadre. On va rester un peu la même chose, c'est-à-dire le cadre, on va dire, tout se passe séquentiellement. Il y a une série de périodes, et au début de chaque semaine, de chaque jour, à nouveau, le nombre de périodes est quelconque. Il y a 2 choses qui se passent. Premièrement, il y a des marchés au comptant pour tous les biens disponibles, la bière, le caviar, les voitures disponibles à la période T. Il y a un marché au comptant sur lequel on peut les acheter avec des prix au comptant. Et en même temps, en parallèle des marchés en comptant, vous avez des marchés financiers. Et tout ça se passe en même temps. Marché au comptant, marché financier. Un marché financier, c'est un marché dans lequel vous échangez, vous obtenez un actif contre, vous payez aujourd'hui pour obtenir un actif qui vous donnera quelque chose demain. Ou vice-versa, vous donnez de l'argent aujourd'hui pour obtenir un remboursement demain. Donc, il y a des marchés au comptant pour tous les biens de la période. Et il y a des marchés financiers qui, eux, vont être complets en un certain sens. Alors, ça va être la version intertemporelle de la complétude, c'est-à-dire à chaque période, si je suis à un endroit d'une période et j'ai plus loin un état de nature ultérieur, à une période ultérieure, et sous une hypothèse d'incertitude différente, je peux transférer de la valeur entre aujourd'hui et n'importe quel état de nature contingent à la fois suivante, entre n'importe quelle période suivante et date événement suivant. En fait, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, je peux transférer de la valeur entre aujourd'hui et n'importe quelle date événement arrivant dans le futur par des opérations aussi compliquées soient-elles. Ça peut être des opérations compliquées. Il se peut que pour transférer de la valeur à la période 25, il faut que d'abord je passe à la période 3, qu'ensuite je fasse quelque chose de la période 2 vers la période 3 et je reviens à la période 25, mais je peux le faire. Alors l'équilibre, c'est quoi dans le modèle d'Arnaud-Debreu? Maintenant, ça ressemble au monde réel. L'équilibre, c'est un équilibre de plan, de prix et d'anticipation de prix. C'est comme dans le monde réel, sauf qu'on précise toutes les hypothèses. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord l'équilibre? Ça va être une séquence de prix des biens au comptant et de prix des actifs. Pour chaque période,
À chaque nœud de l'arbre des états de la nature, vous aurez des prix des biens en comptant et des prix de tous les actifs qui sont vendus à cette période-là. Bon. Vous aurez à chaque période un équilibre sur chacun des marchés, donc équilibre sur les marchés au comptant, équilibre sur le marché des actifs. Et deuxièmement, alors que naturellement, ce que vous faites aujourd'hui, malgré tout, ça dépend de l'idée que vous allez avoir des prix demain. Alors là, il y a l'hypothèse, qui est l'hypothèse majeure, hein, je dis parfois le point aveugle de la théorie économique, hein, il y a l'hypothèse d'anticipation rationnelle. C'est-à-dire que les agents, quand ils sont dans la période T, prévoient rationnellement, ont des anticipations rationnelles, conditionnellement à l'incertitude, sur les prix de la période T plus P, T plus 1, T plus 2. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas comme le modèle d'Arrow-Debreu, c'est quand même un modèle, ça ressemble à la réalité. Hein. On a eu beaucoup de marchés quand même, on a quand même inventé pas mal de marchés, et on a introduit une hypothèse de coordination des anticipations. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'équilibre d'Arrow-Debreu? C'est la même chose. Ça donne les mêmes résultats, enfin, en tout cas dans les versions, dans toute une série de versions. Dans la version où il y a à génération, ça peut donner des choses différentes, mais grosso modo, dans le type de modèle que j'ai en tête ici, ça donne le même résultat, c'est-à-dire que l'équilibre de prix, de plan d'anticipation de prix, c'est le même que l'équilibre d'Arrow-Debreu. Étant donné tout équilibre d'Arrow-Debreu, il existe un équilibre de plan de prix et d'anticipation de prix qui donne la même allocation à tous les moments, et vice-versa, étant donné un équilibre Arrow-Debreu, il existe un équilibre de prix, de plan d'anticipation de prix qui permet de le répliquer. Donc la théorie extraordinairement abstraite d'Arrow-Debreu a en fait une version, je dirais presque concrétisable, en tout cas dans les cas simples. On va le voir tout à l'heure dans le cas où j'avais mes 3 biens. Là. Alors pourquoi je parle de jardin à l'anglaise? Eh bien parce que j'ai une idéalisation plus limitée, transaction au début de chaque période. Je l'ai dit, marché au comptant et marché à terme. Alors par contre, là où je cache pas mal les choses, c'est que j'ai une idéalisation forte, parce que les contrats que je fais ne sont pas complets au sens d'Arrow-Debreu, mais ils sont essentiellement complets. C'est-à-dire qu'en faisant l'hypothèse que je peux aller de n'importe quel arbre de l'état de la nature à n'importe quel nœud ultérieur des états de la nature, je fais une hypothèse qui est absolument analogue, enfin qui est quasiment analogue à celle de contrats complets dans le monde d'Arrow-Debreu. Elle est un peu cachée, mais l'hypothèse est là. Alors évidemment, oubliez l'incertitude, imaginons qu'il y ait simplement des périodes qui succèdent et dans lesquelles qu'elles ne soient pas indicées par de l'incertitude. Hein. Vous voyez bien que qu'est-ce que c'est qu'un contrat complet? C'est simplement la possibilité. Qu'est-ce que sont des contrats essentiellement complets dans un monde où il n'y aurait pas d'incertitude, mais il y aurait simplement des périodes, simplement des contrats qui permettent de transférer de la valeur entre toute période et toute autre période, hein, sur la base d'un système de prix, sur la base d'un prix donné. Donc c'est des actifs financiers extrêmement simples d'une certaine manière. Mais naturellement, dès qu'on met d'incertitude, c'est des actifs financiers beaucoup plus complexes. Alors maintenant, il y a une idéalisation qui est... donc il y a toujours la même chose que tout à l'heure. Les contrats sont exécutables sûrement et sans coût. Ça, c'est contraire à ce qu'on observe dans le monde réel, où les mécanismes d'assurance sont en général assez incomplets par rapport à ça, mais peu importe. Je dis qu'il y a une idéalisation raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes budgétaires temporelles. C'est-à-dire qu'au fond, dans le monde que je viens de décrire, il suffit qu'il y ait un grand livre de comptes à chaque période, dans lequel on inscrit toutes vos transactions de la période, vos transactions en biens ou comptant, et vos transactions en actifs financiers. Alors là, ça se fait sans quelque chose que j'appellerais de la monnaie. C'est des transactions qui sont notées sur le grand livre du compte une fois qu'on a choisi un numéraire. Une fois qu'on a choisi un bien dont on a dit que le prix est égal à 1. Je pourrais encore mettre dans ce monde quelque chose que j'appellerais de la monnaie, qui serait quelque chose que j'appellerais le dollar, dans lequel on exprimerait le prix des biens par rapport à cette monnaie. Ça introduirait la possibilité d'avoir des taux d'inflation. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors qu'est-ce que font ici les comptes bancaires? Le grand livre des comptes, il ressemble beaucoup aux comptes bancaires, qui ont un rôle d'enregistrement des comptes au comptant pour les échanges de biens et pour les échanges de titres. C'est ce qui se passe sur vos comptes bancaires. On enregistre si vous achetez des titres, eh bien, on débite votre compte courant. Si vous en vendez, on l'alimente. À nouveau, la différence, ici, ce qu'il y a, c'est de la banque au sens d'aller, ce n'est pas de la banque au sens réaliste, hein, ce n'est pas de la banque
concrète, mais on est relativement discuté, on est relativement moins loin que tout à l'heure. Alors, une idéalisation discutable, à nouveau, on suppose que tous les marchés sont apurés en temps réel, à chaque période, instantanément, avec tous les problèmes qu'il y a derrière, sur lesquels on peut avoir le sentiment que cette hypothèse est tout à fait forte. Et deuxièmement, alors, par contre, hypothèse qui est certainement tout à fait forte, c'est que les agents ont une vision de l'avenir qui est fondamentalement correcte. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions sur les marchés de la période T sur la base des prix qui émergeront à la période T plus 1, lesquels peuvent être conditionnels à toute une série de manifestations de l'incertitude intrinsèque à nous. Mais en quelque sorte, on est dans un monde dans lequel il y a de l'incertitude intrinsèque, assurable, mais pas d'incertitude extrinsèque. Vous n'avez pas d'incertitude sur ce que vont faire les gens dans chacun de ces états du monde. Toute cette incertitude est complètement résolue par le fait que vous connaissez le système de prix qui va apurer les marchés. Voilà, alors vous allez me dire tout ceci est bien abstrait. Hein. On va reprendre notre petit modèle, parce que là, c'est quand même assez simple. Mon petit modèle, il est quand même simple dans l'absolu. Alors là, je vais le reprendre tout à fait. Je l'ai même précisé, puisque j'ai mis des préférences que j'ai écrites analytiquement. Hein. Je fais une somme de logarithmes de consommation à chaque période. Toujours la même chose. Monsieur A, il a soit 3, soit 2, soit 1. Et monsieur B, il a 1 en première période, 2 en deuxième période, 3 en troisième période. Alors, quels vont être les marchés? Les marchés au comptant, je n'ai pas de raison d'avoir des marchés au comptant, il n'y a rien à échanger au comptant, il y a un seul bien. On ne peut pas l'échanger contre d'autres biens. Donc, la seule chose qu'il peut y avoir, c'est des marchés financiers. Alors, je voudrais avoir des marchés financiers qui soient essentiellement complets, au sens de ma théorie générale. Mais il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est celle que je vais reprendre un peu pour ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un marché financier en période 1. Que ça veut dire c'est un marché dans lequel j'emprunte, ou je prête en période 1, et je serai remboursé, ou je rembourserai en période 2. Ça, c'est un marché entre la période 1 et la période 2. Et puis je vais mettre ensuite un marché financier entre la période 2 et la période 3, dans lequel j'emprunte à la période 2, où je fais une dette et c'est dénoué à la période 3. Donc il y a un marché financier, période 1 pour la période 2, période 2 pour la période 3. J'ai une autre manière de faire qui serait équivalente, qui consisterait bien en période 1, j'ai un marché financier qui se dénoue en période 2, je fais des transactions en période 2, et en période 1, j'ai aussi un marché financier qui me permet de faire des prêts qui seront à échéance de 2 périodes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je prends la première version. Dans les deux cas, je crée des marchés essentiellement complets. Et donc, j'aurai le même équilibre, c'est sûr. Alors, quel va être le prix, le taux d'intérêt d'équilibre sous cette hypothèse-là? Il y a un marché en période 1, prêt et emprunt, et un marché en période 2, prêt et emprunt. Eh bien, je dis le taux d'intérêt va être 0. Sur chacun des 0 sur ce qui va se passer en période 1 et 0 sur le marché financier de période 2. Et qu'est-ce qui vont être les transactions? En période 1, A va prêter 1 à B en première période, qui va le consommer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en deuxième période? Eh bien, normalement, B devrait rembourser, si vous voulez, il rembourse, mais il étend son prêt, c'est-à-dire qu'il lui permet de remprunter à nouveau, en seconde période, et B va remplacer 1 à A en troisième période. Donc c'est une série d'échanges sur les marchés financiers qui ont permis à M. B de consommer plus en première période et de consommer moins en troisième période. Mais c'est une série d'échanges sur un marché financier particulièrement simple et sur un marché financier dans lequel le taux d'intérêt est 0. Le taux d'intérêt est 0 parce que les prix actualisés sont les mêmes dans chacune des périodes. Donc voilà un petit peu le... Alors, il faut bien voir que dans ce modèle, je peux mettre de la monnaie. Je peux mettre un numéraire qui soit de la monnaie. Alors, ça devient un peu plus coton. Hein. Je dis, les titres échangés à chaque période, là, ici, sont libellés en biens. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, dans le cadre de mon modèle à 3 périodes, ce que j'échangeais, c'était du bien de la période 1 contre un remboursement en bien de la période 2. Ou contre un remboursement en biens de la période 3. Donc c'était des contrats qui étaient libellés en biens et pas du tout libellés en monnaie. Je pourrais aussi dire que j'ai une monnaie numéraire,
Et puis, par rapport à laquelle je mets un prix du bien, ici que j'en ai un seul dans mon modèle très simple, je mets un prix monétaire. Par exemple, je dis le prix du bien en première période, c'est 1 dollar ou 1 euro. Le prix du bien 1 en deuxième période, c'est 2 euros. Et le prix du bien 1 en troisième période, puisqu'il n'y en a qu'un, c'est, j'ai dit 2 euros, donc c'est 4 euros. Je veux dire, il y a un taux d'inflation de 100%. Parce que le prix du bien en numéraire augmente. Est-ce que ça va changer l'équilibre? Non. Je vais simplement changer les taux d'intérêt. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, au lieu d'avoir des taux d'intérêt nominaux qui sont égaux à 0, je vais avoir des taux d'intérêt nominaux qui sont égaux à 100% ici, pour que j'ai des taux d'intérêt réels égaux à 0%. Donc je peux introduire une monnaie numéraire, dans mon exemple précédent, dire que les prix sont libellés en euros, et dans le cas avec cette monnaie numéraire, dire qu'il y a un taux d'inflation, donc j'introduis un taux d'inflation, et maintenant apurer les marchés avec des taux nominaux qui conduisent au même taux réel que ceux dans le modèle sans monnaie numéraire. Là, c'est une monnaie numéraire puisqu'elle ne sert à rien d'autre qu'à mesurer la valeur des biens. Alors vous voyez bien que déjà dans ce nouveau modèle, j'ai beaucoup d'inflation possible. J'ai autant d'équilibre qu'il y a de taux d'inflation. Je peux choisir n'importe quel taux d'inflation exogène et j'aurai un équilibre au sens précédent, à condition d'accompagner cette monétisation de l'économie d'un changement des taux d'intérêt, c'est-à-dire avoir des taux d'intérêt nominaux qui soient compatibles avec les taux d'intérêt réels que j'ai dans le monde sans inflation. Et ça, en fait, dans ce modèle, on peut se poser un certain nombre de questions. En particulier, on peut se poser la question, qu'est-ce que devrait faire une banque centrale? C'est ce que je ferai tout à l'heure, dans un modèle à peu près aussi simple que ça. Et je vous introduirai au grand mystère de notre temps, qui est la règle de Taylor. Bon, là, j'ai un peu changé les choses. Je prends le monde dans lequel les dotations sont aléatoires en deuxième période. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équilibre de prix, de plan et d'anticipation de prix dans ce nouveau monde? C'est un équilibre dans lequel, en première période, donc les marchés au comptant, il n'y en a pas, parce que les marchés au comptant pour les biens, il n'y en a pas. Par contre, il y a des marchés au comptant pour les marchés financiers. Et en première période, j'aurai une possibilité de prêt ou d'emprunt conditionnel à ce qui va se passer en deuxième période. C'est-à-dire que je pourrais obtenir de l'argent aujourd'hui et rembourser dans le cas petit a, obtenir de l'argent aujourd'hui et rembourser dans le cas petit b avec des taux différents, des taux d'intérêt différents, conditionnels à ce qui va se passer. De même, demain, j'aurai des taux d'intérêt conditionnels à l'endroit où je me trouve dans les arbres des états de la nature. Et l'équilibre de prix, de plan d'anticipation des prix correspondant à cette structure de marché séquentielle plus complexe me donnera le même résultat que l'équilibre d'Arrow-Debreu. Alors, pourquoi donc j'ai une version ici très idéalisée des marchés du monde canonique. Et je dis que c'est un point d'attache nécessaire à leur compréhension. Je ne sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure, mais on considère souvent le modèle walrasien comme le camp de base de l'analyse économique. Le camp de base de la réflexion économique, c'est une métaphore qui vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez aller en faire encore beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de choses à explorer, mais au moins, c'est là dont vous partez. En tout cas, c'est un itinéraire possible, partir du modèle walrasien. Alors, il faut bien voir aussi que cette vision très idéalisée des marchés, c'est quand même la vision qui, souvent implicitement ou explicitement, est utilisée pour faire l'apologie de leur mérite. Le marché fonctionne bien. Dans ce monde, le marché fonctionne bien en un certain sens. Le marché fonctionne bien lorsqu'il délivre un équilibre. Cet équilibre est efficace au sens de Pareto. Ce n'est pas nécessairement satisfaisant. Quelque chose d'efficace au sens de Pareto, ça peut être très inégal, ça peut être très peu satisfaisant sur le plan du bien-être social. J'avais fait il y a 2 ans mon cours, non, c'est l'année dernière, j'ai fait mon cours sur les histoires de fiscalité et d'intervention publique en matière de redistribution, en matière de production de biens collectifs, etc. Donc, malgré tout, dans ce monde-là, les marchés fonctionnent bien. Si on veut faire leur critique,
des marchés, il faut certainement sortir de ce monde, ou en tout cas aller au-delà de ce qui se passe dans ce monde, puisque les critiques qu'on peut faire dans ce monde, je viens de les évoquer tout à l'heure, elles sont dans une autre direction. Et si on veut faire une critique des marchés ou améliorer le fonctionnement des marchés réels, se faire une vraie opinion sur la qualité des marchés non régulés, il faut mieux comprendre comment ils fonctionnent. Il faut voir dans quelle mesure ils diffèrent des marchés qui sont ici. Si on ne le comprend pas, on pourra toujours dire qu'ils fonctionnent mal, c'est peut-être vrai, mais on ne sera pas beaucoup plus avancé. Donc, c'est pour ça qu'il me paraît raisonnable de partir d'ici. Alors, dans quelle direction il faut réfléchir? Alors, je vais prendre il y a deux grandes directions. C'est prendre en compte l'incomplétude des arrangements de transfert de risque et de transfert de revenus entre périodes. J'y reviendrai assez longuement lorsqu'on parlera de l'entreprise, la fois prochaine du marché boursier. Les marchés financiers réels ne fonctionnent pas comme le marché financier du modèle d'équilibre de prix de plan d'anticipation de prix. Pour toute une série de raisons, c'est qu'on ne peut pas faire les transferts de risque tels qu'ils sont analysés dans ce modèle polaire. La manière dont on transfère les risques, etc., est beaucoup moins efficace que ça. C'est d'ailleurs une question qu'on avait déjà touchée. Quand je vous ai présenté le modèle sur la liquidité, dans lequel il y avait une possibilité d'accident dans l'investissement, c'était vraiment lié au fait qu'on n'était pas dans le modèle d'Arnaud-Debreu, c'est-à-dire que quand il y avait l'accident, on ne pouvait pas s'assurer contre l'accident au sens où on aurait pu s'assurer dans ce modèle-là, c'est-à-dire avoir une assurance qui dit il y a un accident et dans ce cas-là, je retouche de l'argent, parce que cet accident n'était pas vérifiable et ne pouvait pas être prouvé devant un tribunal. Voilà. Deuxièmement, il faudrait revenir sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle, vaste programme, sur lequel je ne vous engagerai pas trop, mais qui est malgré tout un tout petit peu devant nous, enfin en tout cas à mon point de vue, même si j'ai un avis minoritaire là-dessus. Alors comment on va passer comme ça? Est-ce qu'on va passer du jardin à la jungle? Il y a un petit risque. Le monde est plus compliqué que ce qu'on raconte ici, c'est clair. Alors, avant de voir ça, avant de savoir si on va dans la jungle après être sorti du jardin, on va explorer le parc autour du jardin. C'est-à-dire qu'on va rester pas très loin du monde d'Arnaud-Debreu, enfin du monde que j'ai donné ici, du monde stylisé que je viens de décrire, et on va essayer de faire un certain nombre de promenades autour du jardin, en mettant des choses qui ne sont pas strictement dedans. Et les deux points que je vais faire, c'est le traitement de l'information, premier point. Et le deuxièmement, c'est l'introduction de la monnaie et de la réflexion sur les anticipations. Donc c'est ce que je vais faire dans la deuxième heure. Alors, le traitement de l'information, je crains malheureusement que je n'ai pas le temps de commencer de façon très sérieuse, mais je vais regarder les choses dans deux directions. Dans le monde que j'ai donné ici, la question de la transmission de l'information n'est pas clairement abordée. C'est-à-dire qu'un argument qui est donné par les turiféraires du marché, c'est qu'il transmet bien l'information. Il transmet de l'information qui est présente dans la société et qui n'est pas, et que personne individuellement ne connaît, mais qui existe dans la société et que les prix transmettent bien l'information. Dans la version du modèle que je vous ai donné ici, le marché n'a pas ses mérites. Alors je vais essayer de voir dans un monde extrêmement simple s'il a ses mérites ou s'il transmet un peu mieux l'information que ce que suggère le modèle qui est ici. Et je vous montrerai, ça ce sera le côté plus, et comme j'essaie d'être... Je tape d'un côté puis de l'autre. Ensuite, je vous montrerai les cas dans lesquels le marché transmet les opérations de type marché, quand il y a des comportements de type moutonnier, transmettent très mal l'information. Donc, on va voir un cas où ça marche relativement bien, un cas où ça marche relativement mal. La monnaie, je vais simplement reprendre le monde à peu près aussi simple que le monde de tout à l'heure, sauf qu'il n'y aura pas 3 périodes, mais il y aura une infinité. Il y aura un bien par période, et là-dedans, on mettra les prix des biens en monnaie. Donc il y aura des équilibres qui dépendront de l'inflation. Et on se demandera qu'est-ce que doit faire dans ce monde-là la Banque centrale.
ils ont entendu que la Banque centrale, la seule chose qu'elle peut faire, ce n'est pas fixer les taux d'intérêt réels, ni fixer le taux d'inflation, mais c'est fixer le taux d'intérêt nominal. Et en regardant ça, la fixation du taux d'intérêt nominal, on va voir apparaître là, merveilleuse, splendide, magique règle de Taylor, mise à mal par les récents événements. Bon, on va prendre en 5 minutes. Merci.